J'avais 4 ans quand j'ai vu mon premier match de football. En fait, au lieu du verbe voir, je devrais utiliser le verbe se souvenir. Le premier, le tout premier, on dit que je l'ai vu dans le ventre de ma mère. Encore que plutôt que de le voir, je l'ai entendu. Dimanche 27 février 1955. Elle est là, nous sommes là, ponctuels. Moi, plus au chaud qu'elle, elle bien couverte pour ne pas prendre froid. Elle ne sait pas encore qu'elle me porte, que c'est juste maintenant que je commence à prendre forme. On dit qu'il a fallu qu'elle attende d'avoir le ventre très rond pour qu'on la laisse s'asseoir à l'endroit le mieux protégé du terrain, l'endroit des privilégiés. Ça a été le seul moment où elle n'a pas vu le match avec mon père. Lui, qui n'aimait pas du tout le football. Lui qui l'accompagnait religieusement 2 dimanches par mois. Et il ne le faisait pas à cause du qu'en dira-t-on, mais pour partager un moment avec elle, pour essayer de comprendre cette femme qui lui donnait tant de maux de tête. Il savait que ce n'était pas une femme mauvaise, mais aussi que c'était une femme différente. Une femme qui ne faisait pas des choses de femme, une femme qui pensait à elle, et qui parfois, pour y parvenir, oubliait les autres. Lui et moi inclus. Il savait qu'elle ne le faisait pas volontairement, que c'était la seule manière de pouvoir posséder son propre espace, un espace de femme dans un monde d'hommes. Ce n'était pas la seule voie possible, mais c'était la seule qu'elle avait trouvée. Tout ceci, cependant, je ne le savais pas, et ne l'ai su que beaucoup plus tard. Ce que oui, j'ai su, et très tôt, c'est que le dimanche était le pire jour de la semaine. Non seulement parce que nous allions au terrain de football lorsque Loulotte jouait, mais aussi parce qu'il nous fallait avaler les matchs du Barça à la radio. Et oui, ma mère était aussi coulée. Quel drôle de mot, n'est-ce pas, coulée ? Toute petite, je l'entendais déjà. Autour du terrain de jeu, on en parlait beaucoup, des coulées. Tous disaient qu'ils l'étaient aussi. Mais qu'avant tout, ils étaient des supporters de l'Unió Esportiva Olot, ou plutôt de l'Unión Deportiva Olot, puisque jusqu'à la mort de Franco, c'est ainsi qu'elle s'était appelée. Chaque fois qu'il disait le mot « coulée », je me tordais de rire, car je commençais à imaginer les raisons pour lesquelles on avait donné ce nom aux supporters du Barça. Avait-il un cul différent ? Grand ? Petit ? Rond ? Ou bien alors arrivait-il la même chose qu'avec ce mot que j'avais entendu si souvent à la maison, Brasilé, Brasil, Brasilé, cool, coulé. Dans ce cas, ça voulait dire que le Barça était un endroit appelé cul, d'où provenaient les coulées. Ce qui me plaisait le plus dans cette hypothèse, c'était qu'elle me permettait de m'évader de ces interminables matchs de football, avec en outre la pensée que nous pouvions être de beaucoup de lieux à la fois. Si un habitant d'Olot disait qu'il était aussi coulé, et Olot et Cus étaient 2 lieux, mais alors j'avais un doute. Si pour les gens du Brésil on disait en catalan Brasilé et Brasilera, ma mère ne devrait-elle pas être culera ? Je n'avais jamais entendu ce mot à la maison, ni au cours des rencontres sportives. Les quelques femmes qui y participaient ne l'avaient prononcé à aucun moment. Que c'est curieux, me répétais-je, sans rien comprendre à tous ces dimanches en plein air. Ce que ma mère ne pouvait pas soupçonner, c'est que Loulotte lui-même aurait une équipe féminine. Bien que grande amateur de football, elle a eu beaucoup de mal à comprendre que celui-ci, surtout professionnel, soit aussi une affaire de femmes. Le plus amusant, c'est qu'elle a commencé à l'accepter grâce à un homme. Mais cela s'est produit bien plus tard, 60 ans plus tard, par l'entremise de son premier et dernier petit-fils. Comment pouvait-elle l'imaginer à cette époque-là, alors que je n'étais même pas née, alors que les femmes n'allaient même pas au match de football ? Bon, quelques-unes oui, comme ma mère, qui a commencé à y aller avant de se marier. Et elle n'était pas la seule, mais accompagnée de 3 copines de l'usine textile où elle travaillait. En réalité, c'est elles qui l'ont invitée à voir un match de football pour la première fois. Poussée par la curiosité ou l'ennui, qui sait, elle a dit oui, et a démarré une histoire d'amour et de passion qui allait gagner une intensité avec le passage du temps. Un dimanche oui, un dimanche non. L'émotion l'a gagnée avec l'hymne qui donnait le coup d'envoi des joueurs de Loulotte, en particulier avec cet extrait. Notre club est combatif et nous jouons sur tous les terrains, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, avec la force des géants. Les géants, l'autre histoire d'amour et de passion de ma mère. Ceux d'Oulotte étaient bien entendu les plus beaux du monde. Par chance,
Les danses des géants d'Oulotte étaient moins ennuyeuses et fréquentes que les matchs de football. Fête patronale de 1960. Elle est là. Nous sommes là, tous les trois, au premier rang. La place pleine à craquer, un des événements les plus attendus de l'année commence. Le Ball dels Gegants, Nans i Cavallets. Je suis non seulement hors du ventre de ma mère, déjà je parle, je cours et saute. Mon père paraît beaucoup plus heureux qu'au terrain de jeu. Il sourit et parle assez. Ce n'était pas sans mal, car ma mère monopolisait souvent la parole. Elle avait tant d'énergie qu'il repliait un peu ses ailes. Et encore une fois, il ne le faisait pas pour ne pas avoir d'histoire, mais pour se rapprocher de cette femme si singulière. Je suppose qu'il l'a remarqué parce qu'il tirait plaisir ou profit de cette énergie. Je n'ai jamais osé le lui demander, et pourtant mon père et moi parlions beaucoup. Contrairement à ce que les gens pensaient, c'était un homme amusant et bavard. Rien qu'à la maison, bien sûr. À l'extérieur, il était discret et silencieux, presque invisible. Il s'effaçait, mais avec moi il se redessinait. Il partageait ses pensées et ses émotions, et surtout, il m'offrait un espace d'écoute merveilleux. Je n'oublierai jamais toutes les conversations que nous avons eues, toute l'attention qu'il m'a prêtée, tout l'amour qu'il m'a manifesté. Lorsqu'il est mort, trop jeune, ça a été l'un des coups les plus durs de ma vie. Il ne pouvait pas me laisser ainsi, seule, avec une mère qui m'aimait peut-être, mais qui ne le manifestait pas. Une mère qui n'était pas mauvaise, mais qui était une mère différente. Une mère qui pensait à elle. Une mère qui ne faisait pas des choses de mère. Elle ne cousait pas, elle ne faisait pas des croquettes, ne me demandait pas comment ça s'était passé à l'école, ne me faisait pas d'écharpe, ne m'embrassait pas. Il est sûr que si elle était née à la fin du XXe siècle, elle aurait été membre du club des mauvaises mères, c'est-à-dire les femmes qui, avant d'être enceintes et d'accoucher, sont déjà incapables de se mettre toujours à la place de l'autre. Car c'est ce qu'une femme devait faire. Elle devait savoir et vouloir le faire, se mettre à la place de l'autre, des autres, de tous les autres. C'est ce que disaient les mères depuis des décennies. C'est ce que répétait la société depuis des siècles. Chez ma mère, cette rengaine était entrée par une oreille et sortie par l'autre. Elle se mettait à sa place, sans s'en rendre compte, sans le vouloir. Paradoxalement, cette place-là, où il lui était le plus facile de la trouver, où elle se sentait le mieux, où elle pouvait être le plus elle-même, était un lieu 100% masculin, le terrain de football. En outre, si l'équipe faisait un beau match, elle me clignait de l'œil et me souriait. Et si elle gagnait, elle se tordait de rire et contait des anecdotes, comme lorsqu'elle a enfin révélé l'origine du mot « couler ». Je devais avoir à peu près 9 ans. Mais oui, ce sont mes grands-parents qui me l'ont expliqué. Quand le Barça jouait sur son premier terrain, dans l'ancienne rue de l'Industrie de Barcelone, beaucoup de supporters étaient obligés de s'asseoir sur le mur extérieur car le terrain était très petit et les gens qui passaient dans la rue voyaient une rangée de culs. Quelle imagination! Comme tu es contente parce que nous avons gagné, tu nous racontes des histoires, lui répliqua Antonio, qui avait envie de plaisanter. C'est vrai! Allons donc, arrête de mentir. C'est vrai, a répété ma mère, mi-fâchée, mi-amusée. Mensonge puant, mensonge pieux. Eh bien, à moi, mes grands-parents m'ont dit que le terrain était construit sur un ancien champ de choux. C'est pour ça qu'il s'appelle Coulet. Je les écoutais émerveillée, sans me demander qui avait raison. Cependant, l'explication de ma mère me paraissait plus convaincante. Quel rapport pouvait-il bien y avoir entre les choux et les coulées? Même si je ne croyais pas beaucoup à cette histoire, je n'ai eu aucune difficulté à échafauder des hypothèses. J'ai déduit immédiatement que les paix étaient la clé. Pure logique. Quand nous mangeons des choux, nous pétons. Les paix sortent du cul, d'où couler. Je m'éclatais en inventant des étymologies, en rêvant des mots. Je ne pouvais pas encore les prononcer, ni les comprendre, que déjà j'ai senti qu'ils seraient mes alliés. Les mots allaient m'aider à bâtir des ponts vers de nouvelles réalités. Parfois grâce à la musique qu'ils généraient, parfois par les liens loufoques que je créais et qui me permettaient de me sentir heureuse, même en présence de ma mère. Et pourtant, ma mère réussissait à me faire un peu sourire.
souvent le jour que je haïssais le plus, le dimanche. Mon pire jour de la semaine était son meilleur jour de la semaine. C'était alors que j'avais le plus de chance qu'elle m'accorde quelque attention aimable. C'est pourquoi je ne pouvais laisser passer aucune occasion. Je suivais ses mouvements et dès que son regard se rapprochait, je lui ouvrais grand mes yeux. Comme la fois où elle a mis au défi Antonio d'énumérer des insultes commençant par la lettre B. Je me souviens que tous les deux étaient morts de rire et que, entre éclat et éclat de rire, elle me regardait. Bleda, Bretol, Burinot, Babao, Bufagaitas. Le duel a été très disputé jusqu'à la dernière seconde. Bien entendu, ma mère l'a emporté. Mon père se taisait et secouait la tête en répétant « Sainte Vierge !» Antonio aussi était un fidèle dominical de Loulotte. C'était un homme très spécial. Il était arrivé d'Andalousie à la fin des années 60 parce qu'un ami lui avait dit qu'en Catalogne, on pouvait trouver du travail. C'était l'aîné d'une famille nombreuse et il avait atterri sur la Costa Brava pour travailler comme garçon de café et envoyer de l'argent chez lui. Quand la saison a pris fin, il n'a pas voulu repartir. Son village était devenu trop petit pour lui. Un des collègues du bar où il avait travaillé pendant tout l'été lui a dit qu'à l'intérieur des terres, on avait besoin de main-d'œuvre, car il y avait davantage d'industrie. Il lui a donné un papier avec un nom et une adresse. La femme qui lui a ouvert la porte avait les yeux noirs et un sourire frais. « Oui ? Bonjour, je viens de la part de Paco. »« Comment ? » ?»« Paco de Grenade qui travaille dans un bar de Blanes. »« Ah, pardonnez-moi, il y a tant de Paco. Ne restez pas là, entrez. Mettez votre valise là. Si vous voulez, à côté du meuble de l'entrée, et le manteau sur le porte-manteau. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Carmen. Antonio. Enchanté, Antonio. Je suppose que vous venez voir Ramon. Oui, je l'appelle tout de suite. J'étais en train de me préparer un café au lait. Vous en prenez un ? Ou vous préférez une petite bière ? Je ne prends pas d'alcool, mais le café au lait me ferait le plus grand bien, merci. Antonio avait raconté tant de fois cette scène que je la connaissais par cœur. Tellement par cœur que le jour où en classe on nous a demandé d'écrire une histoire intitulée « Deux inconnus », j'ai eu un 10 sur 10. Il commençait toujours comme ça. Il avait les yeux en amande, pas à cause de leur couleur, mais à cause de leur douceur. Il finissait toujours pareil. En ce temps-là, je ne pouvais pas prononcer un seul mot en catalan et maintenant, tu vois, je ressemble presque à un catalan. Il riait toujours. Moi, je pensais qu'il ne pourrait jamais tout à fait ressembler à un catalan, précisément pour cette raison, parce qu'il riait toujours. Les Catalans ne riaient pas si souvent ni si fort. Mesurée et discrète leur joie. Si discrète que parfois on aurait dit qu'elle n'existait pas. Mais elle existait. J'ai dû apprendre à la pêcher avec une canne de ma fabrication. Parfois, ça ne mordait pas, et pourtant j'avais plus de patience qu'une sainte. Alors, je cherchais d'autres eaux et je la lançais de nouveau. Les eaux que j'ai les plus fréquentées ont été celles de ma mère. Je l'ai transformée en un lac car j'étais convaincue que dans les profondeurs de cette surface opaque se cachaient ses sentiments. Ce n'est pas parce qu'ils n'apparaissent pas à la surface qu'ils n'existent plus. Ce n'est pas parce qu'ils n'apparaissent pas à la surface qu'ils n'existent plus. Ce n'est pas parce qu'ils n'apparaissent pas à la surface qu'ils n'existent plus. C'est le mantra que je me répétais souvent dans les moments de tristesse. Des années plus tard, j'ai réalisé que dans ces moments d'obscurité, je rencontrais toujours, comme par hasard, une fée, ma marraine, spécialiste des cannes magiques. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris à fabriquer la mienne et à l'utiliser. Ma tante était la sœur aînée de ma mère, et elle non plus ne faisait pas des choses de femme. Elle n'était pas mariée, elle ne mettait pas de mini-jupe ni de robe. Elle portait les cheveux très courts depuis son plus jeune âge. Mais, aux yeux de cet enfant que j'étais, elle était plus femme et plus mère que ma mère. Elle cuisinait des gâteaux, elle achetait des cadeaux d'anniversaire, elle nous faisait des vêtements, elle nous faisait des bises, elle nous écoutait. Elle se mettait à la place des autres, de nous tous. Dimanche 23 novembre 1967.
Je ne vais plus au football avec mes parents, car je suis arrivée à cet âge où les adultes considèrent que tu peux maintenant exister en tant qu'individu et que tu peux rester seul ou aller là où tu veux. Soit je dis que je veux faire des devoirs, soit je dis que je veux apprendre à coudre, c'est-à-dire soit je vais chez ma meilleure amie, soit je vais chez ma marraine. Ce jour-là, c'est le tour de la couture. Ma mère ne m'aime pas, lui ai-je dit avec un brin d'effroi. Ma tante a laissé tomber sur ses genoux les pantalons qu'elle faufilait, a levé la tête et m'a fixé du regard. Elle ne m'a jamais aimée, ai-je répété, en la fixant à mon tour. Elle a rangé les pantalons dans le panier des retouches, s'est appuyée sur le dossier du fauteuil, a plié le coude pour placer la main gauche sur sa joue gauche et a laissé tomber tout le poids de sa tête. Elle a continué à me regarder depuis cette inclinaison et m'a dit « C'est compliqué de se fâcher avec une personne qui rit souvent, qui te contamine. Ta mère rit, elle rit beaucoup et très fort. » Comme Antonio, ai-je pensé. Et le rire est peu fréquent sur cette terre. Encore moins quand tu es une femme. Le rire peut être une forme d'amour. Essaie de ne pas l'oublier. Et surtout essaie de te laisser contaminer. C'est un des plus beaux legs que peut faire une mère. Et elles ne rient pas toutes. Elles ne savent pas toutes. Elles ne peuvent pas toutes. Elles ne veulent pas toutes. La tienne, oui. Cette nuit-là, quand je suis revenue à la maison, mon père et ma mère étaient déjà rentrés. Loulotte avait fait match nul. Comment c'est possible, avec la super équipe que nous avons maintenant? C'est la faute de l'arbitre, il a tout le temps sifflé contre nous. Elle m'a adressé un bonjour tellement inaudible que j'en ai déduit que ma tante se trompait. Même si elle riait beaucoup, une mère ne pouvait ignorer ses enfants. Non, le rire n'était pas et ne pouvait pas être un instrument de transmission d'amour. Avec moi, ça ne fonctionnait pas. Il m'a fallu beaucoup d'années avant de comprendre que oui, que pour une femme, en particulier de ces contrées et de cette époque, le rire, ce rire-là, était un instrument non seulement de transmission, mais aussi de construction du monde, d'un monde fait par et pour une femme. Un instrument qui semblait me dire « Ma fille, tu peux être heureuse. Une femme peut être heureuse. » Ma première révélation, je l'ai vécue à l'école, en lisant un roman. Les livres aussi étaient devenus des cannes, mais celles-ci ne pêchaient pas la joie, mais des raisons. J'avais besoin de comprendre pourquoi cette femme qui était ma mère était si peu mère, si peu femme. Elle ne regrettait jamais ce qu'elle faisait et était sûre que jamais personne ne pourrait la faire changer. Et il lui faudrait pleurer, sinon les gens diraient qu'elle était une mauvaise sœur. Et elle n'aurait pas envie de pleurer. Elle n'aurait d'autre envie que celle de vivre. S'agissait-il de ça ? Me suis-je demandé en silence tandis que le professeur nous posait des questions sur cette écrivaine que je lisais pour la première fois et qui déjà me plaisait. Elle avait un nom de famille si beau qu'il était impossible de l'oublier, fait d'arbres et de rondeurs. Roda, Raureda, Roda, Roda, Raureda, Roda, Roda, que je me répétais mentalement tout en sautillant sur le chemin de la bibliothèque. Ça ne ratait jamais. Quand j'arrivais au guichet du service de prêt, je disais toute pleine d'orgueil « Bonjour, je voudrais un livre de Rodoreda, n'importe lequel. » Ça a été une des cannes qui m'a le plus aidé à pêcher des raisons. Alors il s'agissait bien de ça. Ma mère avait envie de vivre. Et être une femme, comme on l'attendait d'elle, la tuait. Pour être plus elle, il lui fallait être moins femme. Alors pourquoi s'était-elle mariée? Pourquoi m'avait-elle eu? Pourquoi n'avait-elle pas fait comme ma marraine? Quand je l'ai revue, je lui ai posé la question. Pourquoi n'a-t-elle pas fait comme toi? Que veux-tu dire? Pourquoi n'est-elle pas restée célibataire et sans enfant? Je vais moi aussi te poser une question, et si tu trouves la réponse, je chercherai la réponse à la tienne. Un doigt dans le dé à coudre, et 2 autres sur l'aiguille, elle m'a dit « Pourquoi n'ai-je pas fait comme elle ?» Évidemment, je ne l'ai pas trouvée. Les jours sont passés, les mois, les ans. Je ne l'ai pas trouvée, ni jamais plus cherchée.
Ma tante est morte. Ça a été le second coup le plus dur de ma vie. Qui allait m'écouter maintenant? Bien qu'évidemment, j'étais maintenant une adulte, j'avais maintenant assez vécu pour trouver des amis, des femmes complices avec qui partager expérience, peur, incertitude, des questions et encore des questions. Mais je n'ai rien partagé de tout ça. Je l'ai enfermé dans le tiroir de la rage et le tiroir est allé en grandissant, tellement que parfois je ne pouvais pas le fermer. Et la rage débordait et j'allais voir ma mère et je lui parlais cruellement. Chaque fois davantage. Un commentaire de sa part, une réprimande de la mienne. J'ai cessé de pécher raison et joie. J'ai cessé de rire pour lui ressembler le moins possible. Plus elle riait, moins je riais. Moins je riais, et encore plus lointaine et odieuse me paraissait cette femme qui, avec l'âge, était devenue encore plus fan de football. Match de Loulotte sur le terrain de Loulotte. Match du Barça à la radio et à la télévision. Match et affiches des joueurs sur les murs de la maison. Match et coussins portant l'écusson Blaugrana sur le canapé de la maison. Match et écharpe. Celle de Loulotte sur le terrain de la Garrocha, celle du Barça au Camp Nou. Dimanche 16 avril 1980. Je me suis mariée il y a peu. Ma mère vient déjeuner et faire une partie de cartes avant d'aller au football. Elle y va seule depuis 5 ans. Lorsque mon père est mort, elle est restée à peine 2 mois à la maison. Moi, j'avais 24 ans. Je ne pouvais pas comprendre sa frivolité. C'était le seul mot que j'avais trouvé pour la définir. Frivolité. Le lac était gelé. Impossible d'y lancer la canne. Les années passant, il a commencé à craquer, le mot, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Ma mère venait déjeuner et faire une partie de cartes avant d'aller au football. Ce jour-là, j'avais une nouvelle importante à lui annoncer. J'étais enceinte. Nous avons déjeuné, nous avons joué et elle est partie. Ce jour-là, comme tant d'autres, elle avait insinué qu'elle aimerait bien aller au Camp Nou. Elle n'arrêtait pas de raconter que tel ou tel y était allé et que ça avait été incroyable. Des dizaines de milliers de supporters chantant l'hymne de Barça, criant à l'unisson « But! Faute !» insultant l'arbitre, demandant à quelqu'un muni d'un petit poste radio comment se passaient les matchs des autres équipes. Elle l'avait insinué, car elle insinuait. Elle ne demandait jamais. Elle le lâchait entre deux rires. Et ça me faisait d'autant plus enrager que je ne pouvais pas lui dire non. Des années plus tard, elle y est parvenue, mais pas avec moi, avec mon fils. Il était en visite à la maison et elle n'arrêtait pas d'insinuer et de rire, jusqu'à ce qu'il lui dise « Moi, je t'y amènerai ». Lui ne riait pas, il souriait. Et ça me calmait, parce qu'il me faisait sentir qu'il n'était pas comme elle, que c'était à moi qu'il ressemblait le plus. J'aurais dû me sentir heureuse, comme la première fois qu'il l'a accompagnée au terrain de foot de Loulotte. Mais non. J'ai ressenti de la rage, de la jalousie, de l'incompréhension, comme la première fois qu'il était allé chez elle voir un match du Barça avec elle, pour passer un moment ensemble. Le football ne lui plaisait pas, sa grand-mère lui plaisait. La façon dont sa grand-mère riait lui plaisait, disait-il, me disait-il. Noël 1994. Mon fils lui a réservé une surprise. L'année prochaine, il l'amènera voir un match de foot du club féminin Barcelone. Bien qu'il ne soit devenu que 7 ans plus tard une section officielle du Football Club Barcelone, il utilisait ses couleurs et ses installations. L'expérience a été désastreuse. Ma mère a ronchonné pendant tout le match. « Mon Dieu, qu'elles sont lentes! Qu'est-ce que leurs tirs sont mous !» L'expérience a été presque désastreuse, car il n'y a pas eu que des plaintes. Tout n'a pas été mauvais ni désagréable. Je suis très contente d'être venue. Ça, elle l'avait dit à mon fils. Ça, il m'avait dit qu'elle le lui avait dit. Comment pouvait-il se faire que le lac dégèle avec lui et gèle de nouveau avec moi? Comment pouvait-il se faire qu'elle ait accepté d'y aller et d'y retourner?
à Barcelone et, des décennies plus tard, à Olot. En 2017, quand a été créée la section féminine de l'Unió Esportiva Olot, elle avait déjà vu beaucoup de matchs féminins, et ces filles qui jouaient au football lui paraissaient moins lentes, moins molles, moins ridicules. Il lui était même arrivé parfois de dire qu'elles avaient fait un bon match, meilleur que celui des garçons. C'est l'année suivante que s'est produit un événement encore plus inattendu. Ma mère était devenue plus fan de football que jamais. Ce n'était pas facile à croire, mais oui, elle pouvait l'être davantage. Sa relation d'amour et de passion avec le football a redoublé. Football masculin, football féminin. 2 dimanches par mois, elle continuait à voir les garçons. Mais elle allait aussi voir les filles. Surtout l'équipe de Benjamin. C'est après un de ces matchs que s'est produit l'événement inattendu. Une des enfants qui jouait est venue la voir pour lui demander si elle voulait être la dame de sa rédaction. Elle a ri, comme toujours. Elle a dit non, mais mon fils, qui l'accompagnait souvent voir le football des femmes, comme elle disait, lui a demandé d'y réfléchir à nouveau. « Pourquoi pas, grand-mère? Tu n'as qu'à parler. Et ça, tu le fais déjà. C'est une des choses que tu fais le plus, qui te plaît le plus, non? Ouh là là, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je dois dire, moi? » La prof d'histoire nous a demandé de faire un travail sur une femme âgée, sur sa vie. Vous n'aurez qu'à répondre à quelques questions. Alors, vous voulez être la dame de ma rédaction? Lui a demandé la fillette avec joie et timidité. Je ne vous dérangerai pas trop longtemps, et vous pourrez répondre ce que vous voudrez. Bon, d'accord. Quand veux-tu venir à la maison? Ma mère ne m'a rien dit de cette rencontre, ni des suivantes. C'est mon fils qui m'a parlé de celle-ci, une voisine des suivantes. Fais attention à ta mère. Il y a un homme et une fillette qui viennent souvent la voir et qui restent un bon moment. Pourtant, je lui dis « Oui, surtout que... Ils ne sont pas d'ici », a-t-elle souligné en disant à voix très basse « Ils ne sont pas d'ici ». Ah, ça doit être les nouveaux voisins, un couple vénézuélien très sympa qui est arrivé il y a 1 mois, lui ai-je répondu en insistant sur « très sympa ». Je ne savais pas qu'ils avaient une enfant. Lui travaille à l'hôpital de Olot, il est médecin, et je crois qu'elle est psychologue. Heureusement qu'ils sont venus, car dans le cas contraire, je ne sais pas qui nous soignerait. « Oui, je vais être en retard, il faut que j'aille à la banque. Au revoir, m'a-t-elle dit, inquiète, tout en regardant sa montre, avant de disparaître. Quelques semaines plus tard, je suis allée chez ma mère pour l'aider à allumer le chauffage à gaz butane. Elle était allée l'acheter avec mon fils quelques jours auparavant, et elle n'arrivait pas à le faire fonctionner. Et pourtant, je lui avais bien dit non, qu'il valait mieux qu'il soit électrique, qu'à son âge, le butane... Mais elle en remettait une couche, plus têtue qu'une mule. J'ai sonné 2 fois, mais comme il fallait s'y attendre, elle n'était pas là. J'ai ouvert à l'aide d'un double des clés. Je l'ai appelée et, par chance, elle ne m'a pas répondu. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle était tombée et que c'était pourquoi, peut-être, elle ne m'avait pas ouvert. Mais non, elle n'était pas tombée. Elle était en vadrouille, comme toujours. Elle connaissait tous les voisins, et pourtant ils changeaient souvent ces derniers temps, et parfois ils ne parlaient ni le catalan ni l'espagnol. Je ne sais pas comment elle faisait, mais ils se comprenaient. Elle parlait un mélange de 2 langues, de gestes et, évidemment, de rires. J'ai allumé le chauffage et me suis assise sur une chaise de la salle à manger pour l'attendre. Sur la table, il y avait des feuilles agrafées. J'ai pensé que ça devait être la rédaction de la fillette qui jouait au football. Rédaction. Écrit sur une femme âgée, dit comment elle est, ce qu'elle fait, comment elle a vécu, etc. Écris un minimum de 20 lignes, fais bien attention à ce que tu écris. Lorsque tu auras terminé, relis la rédaction et corrige ce qui te paraît nécessaire. Ses mains sont comme les racines d'un arbre. Elle a les cheveux courts et blancs. Sa chatte les a courts et noirs. Elle aime beaucoup bavarder et rire. Elle est née en 1932, à Batet de la Serra, où se trouve le plus grand volcan de la Garrocha
et de la péninsule ibérique, le Croscat. À 6 ans, elle est partie vivre avec une famille pour soigner les animaux. Elle restait toute la journée dans le bois avec les vaches et un mouton. Elle a travaillé plus de 10 ans dans cette maison. Elle est ensuite revenue à Oulotte. Elle ne voulait pas. Elle préférait la montagne parce qu'elle jouait, ramassait des brins d'herbe et faisait des maisons pendant que les vaches étaient par là. Mais elle est revenue avec sa mère et ses sœurs. Son père était en prison. C'était une de ces histoires de soldats. Il n'avait rien fait de mal. On l'a mise à l'usine et elle s'est mariée. Elle avait 24 ans. Elle a eu 2 filles, mais la première est morte. Ça a été très dur. Elle n'a pas arrêté de pleurer jusqu'à avoir la seconde. Quand elle est arrivée, elle a été la femme la plus heureuse du monde. Plus de 5 kilos. Elle a beaucoup souffert, mais elle a dû se remettre pour s'en occuper. Encore bébé, elle allait déjà au football. Elle l'amenait parce que l'air frais allait la rendre plus forte. Quand il faisait trop froid, elle la laissait avec sa mère dans la poussette et elle allait la chercher après. Quand il y avait du soleil, elle l'amenait voir les matchs avec son mari. Toute la famille allait au football, mais pas parce que c'était à lui que ça plaisait, mais à elle. Elle a commencé à voir les matchs de l'équipe d'Oulotte, quand elle était encore célibataire. Il y a plus de 60 ans. On va bientôt lui rendre hommage parce qu'elle est la femme. J'ai entendu les clés dans la serrure de la porte. J'ai senti mon pouls dans les poignets, le cou, les tempes. J'ai remis les feuilles sur la table à toute vitesse. « Bonjour. Ah, tu es là. Tu sais qui j'ai rencontré à la pharmacie ? Qu'est-ce que tu es allé faire à la pharmacie ? Je suis allée te chercher la pommade hier. Oui, je sais, mais je ne me souvenais plus si je devais la mettre le matin ou le soir, et je suis allée demander. Je te l'ai expliqué plusieurs fois, et tu m'as dit que tu avais compris. Tu ne pouvais pas m'appeler, moi, au lieu d'aller déranger les autres ? Penses-tu ? Pas du tout. On a beaucoup ri. Et, regarde, on me l'a noté, m'a-t-elle dit tout en sortant un petit papier qu'elle avait dans sa poche. Et tu es sortie dans la rue comme ça, en robe de chambre et en pantoufles ? Mais c'est juste à côté. Bien que j'ai senti les coups du tiroir débordant de rage, la tempe qui me vrillait la tête, j'ai réussi à changer de sujet. « C'est quoi ces feuilles ?» lui ai-je demandé. « Bah, rien. Le texte qu'a écrit cette fillette-là pour l'école. Je lui ai déjà dit que je ne le voulais pas, que je ne le lirais pas. Mais elle me l'a laissé là-dessus. Tu veux que je te le lise ? Non, merci. Je vais préparer mon repas. Hier, je suis allée au marché et j'ai acheté des blettes, très belles, m'a-t-elle répondu tout en allumant la télévision sur la chaîne du Barça. Une fillette de 10 ans écrit un texte sur toi et tu ne veux rien savoir ? Le tiroir a explosé en 1000 morceaux. La rage est sortie comme un sac de balles. Je ne me souviens pas de ce que je lui ai dit. Je ne me souviens que de son visage bouleversé, de son corps planté à côté du sofa, des dernières paroles que je lui ai criées. Tu es la personne la plus menteuse, égocentrique, égoïste et froide que j'ai jamais connue. Et de la porte claquée. J'ai commencé à déambuler dans les rues, sans but ni direction. Cette rédaction avait transformé ma mère en une femme sensible et courageuse. Une femme qui avait réussi à devenir plus forte grâce aux malheurs de la vie qu'elle avait vécue, comme si les malheurs avaient eu de l'importance pour elle. Et le pire de tout, elle l'avait transformée en une mère attendrie pour la naissance de sa seconde fille, une mère qui se souciait d'elle, c'est-à-dire de moi. J'ai continué à marcher sans me rendre compte que les larmes me coulaient des yeux, dans la rue. Pour la première fois de ma vie, ça m'était égal qu'on me voie ainsi. Pour la première fois de ma vie, j'avais ouvert le tiroir de la rage pour dire ce que je ressentais, pas comme les autres fois où je cherchais des prétextes pour la gronder et me défouler. J'ai continué à marcher longtemps avec le tiroir grand ouvert, la rage éventée. J'ai réalisé qu'étant petite, j'avais été entourée de gens qui m'aimaient et me le montraient, mon père et ma marraine. La seule chose qui ne s'y était pas emboîtée, c'était cette mère. Le mot « emboîté » en a fait résonner un autre dans ma tête.
boîte. Et un autre, tiroir. Et un autre, coussin. Je me suis souvenu des moments passés au terrain de football à jouer avec les mots. Il y avait trop longtemps que je ne l'avais pas fait, que je ne m'étais pas amusé avec eux, que je ne m'étais pas amusé. D'une certaine manière, j'étais devenue comme ma mère. Je m'étais transformée en un lac qui ne laissait pas passer la lumière. Une femme qui n'exprimait pas ses sentiments, ni bons ni mauvais. Une femme hermétique, mais contrairement à elle, qui souffre. Le ton de mes paroles avait sans doute été inadéquat. J'ai continué à marcher, j'ai ressenti de la culpabilité et du soulagement. Sentiments contradictoires dans mon esprit de femme qui supporte, de femme censée comprendre tout le temps tout le monde, de femme qui ne pense jamais à elle-même. Je me suis sentie moins lourde, moins grise. Je me suis souvenu des paroles de ma marraine. Te laisser contaminer. Je ne sais pas trop comment, mais je suis arrivée à la bibliothèque. J'y allais souvent chercher des livres, mais je n'y étais jamais restée. Je suis montée au premier étage, j'ai pris un roman de mon écrivaine préférée, je me suis installée à une table et je me suis mise à lire. Moquette verte, étagère en bois, lumière chaude, silence, silence, silence. Ce jour-là, il n'y a plus eu de temps. Ni de mère, ni de fils, ni de mari. Rien que moi marchant, moi lisant, moi revenant à la maison. Honteuse. Combien d'heures s'étaient écoulées? Le lendemain matin, je suis retournée à la bibliothèque. Je me suis installée à la même table avec le même livre. Jardin au bord de la mer. Cet arbre a vu beaucoup de peine et beaucoup de joie. Et lui, égal à lui-même. Il m'a appris à être comme je suis avec chaque feuille, comme une faucille. Et chaque bourgeon, comme une boîte de plomb, avec une fleur à l'intérieur, duvetteuse et rouge. J'avais commencé la journée en prenant du temps pour moi. Je n'avais pas appelé ma mère à 9 heures comme je le faisais tous les matins. La culpabilité a continué à me poursuivre, le soulagement aussi. D'ailleurs, elle ne m'avait jamais demandé de l'appeler. Elle ne me demandait jamais rien. Je m'étais moi-même obligée à l'appeler et à faire d'autres choses car, en réalité, j'aurais aimé qu'elle le fasse, qu'elle m'appelle, qu'elle pense à moi. Je voulais recevoir l'amour des premières années de la vie, alors que je n'étais plus dans les premières années de la vie. L'amour maternel, bien entendu. Et pourtant, j'avais reçu de l'amour pendant les premières années de la vie, mais pas de ma mère, pas de celle qui était biologiquement ma mère. J'avais grandi avec l'amour paternel de mon père et l'amour maternel de ma marraine, et aussi le rire de ma mère. Oui, j'avais grandi avec le rire de ma mère. Les jours ont passé et le dimanche de l'hommage est arrivé. La dernière fois qu'on m'a obligée, étant jeune, à aller au terrain de football, je m'étais promis que je ne mettrais plus jamais les pieds dans un autre, et encore moins celui de Loulotte. Mais cette fillette que j'étais n'était plus moi. Honte, orgueil, habitude, peur. Bien que j'ai ressenti tout ça, j'ai décidé de l'accompagner. Dernier dimanche d'avril 2019. C'est une journée splendide. Pas un nuage à l'horizon. Comme elle est l'adhérente la plus ancienne, l'Unió Esportiva Olot lui a demandé de donner le coup d'envoi d'honneur. On lui offre un bouquet immense. Pendant la mi-temps, on lui pose des questions pour la chaîne de télévision locale. Elle est là, parlant avec le journaliste, au milieu des rires. Pendant qu'on l'interviewe, une dame s'approche de moi. « Bonjour, je voulais vous remercier d'avoir accepté que ma fille puisse aller voir votre mère. »« Pardon ? Votre mère a répondu très gentiment aux questions de ma fille. Comme sa grand-mère est très loin et qu'elle ne connaît aucune femme âgée, elle avait peur de ne pas pouvoir faire son devoir pour l'école. Chaque fois qu'elle revenait à la maison, elle me racontait combien votre mère est spéciale,
Combien elle est différente de sa grand-mère, c'est-à-dire ma mère. Elle aime beaucoup ma mère, mais elle dit que lorsqu'elle sera grande, elle préférerait ressembler à la vôtre. Gaie, fan de football. Ma mère n'arrête pas de rire, le journaliste non plus. Je sens les coups du tiroir. Cette femme aux yeux tranquilles continue à m'expliquer que sa mère est très bonne, mais qu'elle est très vieux jeu, pas comme la mienne. Vous savez, lui ai-je dit en osant l'interrompre, le devoir de votre fille, vous pouvez me parler en catalan si vous voulez. Je ne le parle pas car il y a peu de temps que nous sommes arrivés, mais je comprends presque tout. Ah, pas de problème. Je vous disais que le devoir de votre fille est très bien, mais je crois qu'elle a inventé une bonne partie de l'histoire. Ma mère n'est pas exactement comme elle l'a décrit. Excusez-moi de vous couper la parole. Il est sûr qu'elle a ajouté ou modifié quelque chose, mais je peux vous assurer que presque tout ce qui est écrit lui a été raconté par votre mère. Je peux vous assurer que non. Ma fille m'a demandé de l'aider. C'est pourquoi je le sais. Elle m'a demandé de transcrire les enregistrements qu'elle avait faits quand elle allait voir votre mère. Si vous voulez, nous pouvons vous les envoyer. J'ai hésité quelques secondes. C'est bien aimable à vous. Comme ça, je pourrais avoir un souvenir de la voix de ma mère, lui ai-je répondu, par un de ces mensonges qui dissimulent beaucoup. Je voulais uniquement recevoir les enregistrements pour constater à quel point elle était menteuse. Vous préférez que je vous les envoie par mail ou avec WhatsApp? Comme vous voudrez. Voici mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Merci beaucoup, ai-je dit tout en lui donnant le papier où je les avais notés. De rien, au revoir, m'a-t-elle répondu, heureuse de me parler en catalan. Je me suis tournée vers l'endroit où était ma mère. Elle était entourée de 4 ou 5 personnes. Le bleu du ciel et le vert de la montagne étaient si intenses que la ligne de leur rencontre était parfaite. Ils avaient tant de force que pendant un moment, j'ai oublié le terrain de jeu. Ma mère et moi. J'ai senti la température de la lumière sur mes joues, sur mes yeux. Elle était chaude. Les images d'un reportage que j'avais vu, il y avait peu à la télévision, me sont revenues à l'esprit. J'avais été extrêmement surprise par le fait que mon écrivaine favorite, elle non plus, ne s'était pas occupée de son fils. Qu'elle était partie loin de sa famille. Elle avait pris ses distances, disait-on, parce qu'elle voulait écrire et, pour elle, écrire c'était vivre. Est-ce que ce n'était pas aussi ce qu'avait voulu ma mère? Bien sûr, ma mère n'était ni écrivaine, ni artiste, simplement une femme de la montagne, aux jambes libres de monter, libres de descendre, aux jambes qui montent et descendent les rochers, aux jambes qui montent et descendent les rues, des jambes pour aller n'importe où, même lorsqu'il lui a fallu revenir à la ville. Même quand elle s'est mariée, quand elle a eu ses filles, quand son mari est mort, quand elle est devenue une personne âgée. C'était un oiseau des bois. Nous devions respecter l'oiseau des bois, était-il dit dans ce reportage. Mais comment respecter l'oiseau des bois, quand l'oiseau des bois est ta mère? J'étais absorbée par cette question quand 2 voix m'ont fait revenir au bleu du ciel, au vert de la montagne. Je crois qu'il faut habituer le spectateur, a dit une des voix. C'est pourquoi il y a encore si peu de femmes dans le football et si peu de public pour le football des femmes, a dit l'autre. Toutes les 2 étaient jeunes et accompagnées de 2 fillettes. Comme c'était la mi-temps, elles en profitaient pour courir derrière les buts avec un ballon au pied. Elles avaient l'air heureuses, aussi heureuses que ma mère. Oiseau des bois, ai-je pensé, et j'ai commencé à marcher vers elles. Nous nous sommes assises de nouveau sur les gradins des privilégiés, bien entendu, c'était une journée spéciale. La deuxième mi-temps semblait un autre match. Les joueurs étaient rentrés sur le terrain pour se donner à fond. L'écharpe de Loulotte enroulée autour du cou, les mains sur les genoux, les yeux fixés sur le ballon, ma mère n'arrête pas de dire « Aïe ! Ouille !» Elle n'arrête pas de rire. De temps à autre, un gros mot. Je bouge ma main vers la sienne jusqu'à sentir sa peau ridée, les os saillants.
Qu'est-ce que tu fais ? 3 secondes. Elle la retire. Elle la fait voler vers l'autre genou. À voix haute, je dis « Respectez l'oiseau des bois ». Quoi ? Rien. Je fredonnais une chanson. Je sors le livre que je porte dans mon sac. La place du diamant. Ma mère me regarde, me sourit, continue de dire « Aïe ! Ouille !» Je l'ouvre et je commence par là où je ne commence jamais, le prologue. Et le mot « content », le dernier du roman, n'est pas gratuit. Je ne l'ai pas mis par caprice. Il donne à entendre que, même si dans le monde il y a de la tristesse, toujours quelqu'un peut le sauver avec un peu de joie. Quelques oiseaux, par exemple. Et dans chaque flaque, aussi petite soit-elle, il y aurait le ciel. Le ciel qu'un oiseau parfois brouillait. Un oiseau qui avait soif et sans le savoir brouillait le ciel de l'eau avec son bec. Ou quelques oiseaux criards qui descendaient des feuilles tels des éclairs, se plongeaient dans la flaque si baignés avec les plumes ébouriffées et mêlaient le ciel avec la boue et avec leur bec et avec leurs ailes. Contents.